Bienvenue à tous sur cette webconf. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. On est ravis que ce soit l'initiative du CD22 qui nous mette en relation avec Stéphane, qui était déjà intervenu pour la BBC. Donc, juste vous dire que tout ça sera remis en ligne fin de semaine et que ce sera sur. On a une page maintenant sur l'IRFBB qui s'appelle un dossier par thème dans la page technique où vous retrouverez une pléiade d'exercices, de vidéos et de webconf. Voilà, donc un grand merci à Jonathan Rivet et puis à Delphine pour l'organisation de cette webconf. Et puis j'espère que ça vous plaira. Enfin, je suis sûr que les contenus vont être hyper intéressants. Voilà. Merci Sébastien. Bonjour à tous, donc Jonathan Rivet, conseiller technique fédéral pour le comité des Côtes d'Armor. Avec ma collègue du coup Delphine Gaption, on a trouvé une thématique qui nous paraissait importante, qui n'est pas forcément toujours abordée dans les formations de cadre, mais qui a une place en tout cas pour nous, très importante, notamment dans la vie d'un groupe, avec le management d'une équipe, que ce soit en jeune ou en senior. Et c'est vrai que quand on a pensé à cette thématique-là, en échangeant avec Stéphane, c'est quelque chose qui l'a tout de suite interpellé et intéressé. Donc je voudrais vraiment remercier Stéphane de faire l'honneur, entre guillemets, d'être parmi nous ce matin. C'est vraiment cool d'avoir répondu positivement à notre sollicitation. Je vais te laisser te présenter très très vite, Stéphane, même si je pense que la plupart des personnes ici te connaissent, mais si tu peux peut-être raconter en express ton parcours, si tu peux, et puis tu pourras passer après à ta présentation. Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça m'a fait du bien aussi de me replonger un petit peu dans la préparation d'un colloque. Donc, c'est quelque chose de très agréable. Donc, merci de la confiance. Du coup, me concernant, je suis passé par la Clermont-Ferrand. Du coup, étant plus jeune, j'ai été joueur très rapidement. Vers l'âge de 14-15 ans, je suis que ma passion serait d'entraîner. La chance qu'on me fasse confiance assez rapidement et qu'on me fasse confiance aussi, non pas du coup cette fois-ci à l'AS Montferrand, mais en Bretagne au Trégueux Basket Club d'Armor, avec lequel on a connu des montées successives qui m'ont permis d'avoir une opportunité à l'époque au sein du Léon Trégor Basket 29 en maintenant l'Anderlecht Bretagne Basket pour prendre une équipe en Ligue 2 à l'époque et réussir à grimper les échelons jusqu'à arriver à la Coupe d'Europe. Voilà, donc je suis parti l'an passé sur un projet montpelliérain qui s'est achevé plus tôt que prévu mi-septembre. Voilà, donc j'avais un petit peu de temps et ça me fait plaisir de pouvoir travailler sur cette thématique parce que c'est ma dynamique pendant cette période un petit peu creuse pour moi, ça a été d'aller visiter les entraîneurs pour voir comment ils fonctionnaient et plus que le contenu technique et tactique, ce qui m'intéressait, c'était la gestion. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me couper, ce sera plus intéressant pour vous et pour moi. Voilà. Juste avant, Du coup, vous pouvez poser vos questions dans le chat, comme ça évite de couper Stéphane et puis on lui posera quand tu auras des temps morts. Voilà, merci. La première chose, ça ne marche pas, c'est la première chose. On peut pas. Et si on peut, très bien. Pour moi, cette thématique, en fait, elle a un double sens et en a même plusieurs, en fait, parce que les logiques sont réellement différentes. Quand on parle de management, il faut déjà savoir à qui on s'adresse. Moi, j'ai eu la chance de m'adresser à un public amateur quand j'étais à Trégueux, mais avec un public amateur qui avait vraiment des ambitions. J'ai eu la chance de m'adresser aussi à un public amateur qui était juste là pour s'amuser, mais ça reste une ambition. Donc, comment on peut gérer ces aspects-là et que le public soit senior ou jeune, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment différentes. Et pour moi, l'objectif, il est dans un premier temps uniquement centré sur le sportif, sur le développement de l'individu, pour arriver petit à petit sur l'exploitation des qualités pour arriver sur une victoire, pour se servir des qualités individuelles pour arriver sur une victoire. Donc ça, c'est la première des choses. Moi,
ce que je vous encourage avant tout, c'est quel public, quel âge, quels objectifs. C'est le plus important, c'est faire le point sur ce que vous attendez et ce que votre public attend de vous. La deuxième chose, c'est de comprendre que pour moi, dans un premier temps, je pense qu'il faut absolument développer sans que le jeu dépasse l'enjeu. C'est-à-dire que chez les jeunes joueurs, et ça vous l'entendez, ça a été une thématique ça a été des phrases qui ont souvent été dites, on parle souvent d'éviter de jouer la gagne, le championship. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai aussi à la fois. Je pense que le joueur doit rester au centre du projet chez les jeunes et que petit à petit, il faut réussir à l'amener sur l'esprit de compétition. Donc, après, une fois qu'on s'intéresse vraiment à l'individu dans un premier temps, il faut réussir à inclure cet esprit de compétition de façon à apprendre à gagner parce que c'est quelque chose qui s'apprend réellement. Alors, il y a des gens qui ont ça en eux et il y en a qui ont besoin de développer ça. Et le troisième point, c'est ce que je vous disais, c'est utiliser et exploiter les compétences au service du collectif pour la victoire. Ça, c'est un autre aspect qui est pour moi très, très important, c'est qu'à haut niveau, et en senior même, voilà, quand l'objectif est de gagner, je pense qu'il faut absolument s'intéresser à la qualité des joueurs, plus qu'à leur défaut. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. C'est parfait. Oui. Impeccable. Ouais, c'est bon. Okay. Super. Plus qu'au défaut. Ça, c'est un point qui est important. Et notamment Mourinho qui avait dit cette phrase, n'oublie pas qui tu es. Voilà. Et il faut savoir que nous, il nous arrive sur le haut niveau de recruter une joueuse, d'acheter une joueuse uniquement pour une qualité de tir longue distance. Ça existe. Alors, et souvent, et c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup, un gros shooter à 3 points est vraiment un gros défenseur. Donc, il faut réussir à accumuler et à ajouter des compétences par rapport à ça. Maintenant, et ma première question à laquelle je n'amènerai pas de réponse maintenant, c'est peut-on parler de manager pour un public jeune? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on manage ou est-ce qu'on est des éducateurs et est-ce qu'on est des accompagnateurs? À savoir que le manager, pour moi, il a un rôle un peu différent de l'entraîneur et du coach. Plus ça va, plus le manager, il a un staff et il délègue. Donc, il est beaucoup moins présent sur le terrain. J'ai eu la chance d'aller voir Paul Le Guen sur le foot au Havre. C'est une expérience très riche de personne, un entraîneur qui réalise les séances quasiment pour lui, voilà, et qui lui présente et qui ensuite et j'ai trouvé ça incroyablement riche. J'ai pas mal d'alertes comme quoi ma webcam est trop lente, donc j'espère que ça va. Non, c'est bon. Le point, c'est bon, qui me paraît très important quand on veut parler de management, c'est apprendre à se connaître. Pour moi, c'est la base. On ne peut pas parler de manager un public, manager qui que ce soit, si nous ne sommes pas en capacité de savoir qui nous sommes. J'entends pas mal de choses. Le problème, c'est le premier, c'est quel type de management? Quel type de management me va? La deuxième chose, c'est pour se retrouver, c'est la boussole du management. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est à savoir est-ce que je suis plutôt sur un management directif, un management délégatif, un management persuasif ou associatif. Et là-dedans, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment un management qui soit bon. Je crois vraiment que tout style de management, de manager peut s'en sortir. Pour moi, ça ne dépend pas. Un directif peut être compétent, un délégatif peut être très compétent. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est qu'on n'est jamais sur le même style de management. Il y a des fois où il faut réussir à changer son cap, changer son orientation. Parce qu'on en a besoin. À un moment donné, on va avoir besoin de déléguer pour faire confiance. À un moment donné, on va avoir besoin de prendre des commandes, d'être un peu plus directif. Et ça dépend vraiment de chacun. Par rapport à cette boussole,
j'ai eu la chance de discuter avec Alain Weiss qui me parlait, qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est que chaque coach doit avoir une force et la reconnaître et la développer. Un point remarquable. Un point remarquable. L'exemple, il est assez fort. C'est par exemple, on a Vincent Collet qui est dans une précision. J'ai eu la chance de passer une semaine avec lui qui est dans la précision extrême. Ça, c'est sa spécialité. On a TJ Parker qui a une capacité à comprendre ses joueurs étrangers, à avoir un style américain plutôt développé. On a Laurent Leniam qui est sur un profil plutôt de la colère. Et on a Mitrovic, pour exemple, qui est plutôt sur la notion de dureté. Donc ça, c'est un point qui, moi, m'a marqué. Et c'est vrai, quand il m'a posé la question, je me suis dit, mais c'est quoi, toi, ta force? C'est quoi? Et ce travail un petit peu introspectif, pour moi, me paraît très important pour pouvoir prendre un groupe en main. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais ce métier? Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Quand on m'a demandé pourquoi je faisais le métier, la première chose, c'est que j'adore la deuxième chose, c'est que j'aime l'exigence du haut niveau. Et la troisième chose, il y a aussi un aspect où, contractuellement, c'est quelque chose qui me plaît. Et il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur de ça. Qu'est-ce qui m'anime? Pourquoi je le fais? Il faut être honnête avec vous. La deuxième chose, c'est ce que j'attends de ma pratique et ce que j'attends de mes pratiquants aussi. Il y a des gens aujourd'hui avec qui je ne peux pas travailler, je le sais. On passe beaucoup de temps sur du recrutement parce que c'est important de savoir les gens conviennent. Il y a des styles de personnes avec qui je ne peux pas fonctionner. Et le dernier point, ce sont mes points forts avec la confiance. Donc, par rapport à ça, je pense que ça nous permet de faire un petit point complet sur qui nous sommes, ce que l'on est et comment on va pouvoir travailler. Ce travail introspectif me paraît important avant de parler de management. Pour moi, par rapport à ma déviance, et ça a été mon problème souvent, c'est que ma déviance, c'est croire que ce n'est jamais assez. Voilà. D'être un peu trop directif, d'avoir des feedbacks un peu trop négatifs. Et tous ces aspects-là font que finalement, ça m'a coûté sur des saisons passées. Et ma plus grosse déviance, c'est croire que l'on peut être parfait. Et ça me permet de faire ma transition avec ma vignette d'après, qui est l'homme de Vitruve de Vinci, vous connaissez tous. L'idée de ce dessin, c'est que normalement, cet homme est censé représenter les dimensions parfaites pour un homme. Mais, et il m'a fallu un petit peu de temps pour le comprendre, l'homme est terriblement imparfait. Et c'est comme ça qu'il est. Et on ne peut pas le changer. Et à vouloir faire en sorte que les gens soient parfaits, on les use. On les use. Et quelque chose que j'ai appris à mes dépens, c'est il faut rentabiliser, ce que je disais tout à l'heure, et capitaliser sur les forces. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas faire en sorte que les autres aient notre exigence, mais il faut faire en sorte qu'ils tendent vers. Moi, je suis persuadé que chaque journée va être vécue pour essayer de devenir un peu plus parfait que la veille. Mais tout le monde ne fonctionne pas de cette manière. Voilà. Et un point important, c'est que l'erreur est humaine. Et en parlant d'erreur, on va aller tout de suite dessus. L'idée pour moi, c'est vraiment là, sur ce premier temps de vous amener à quelles sont les bases du management qui vont vous permettre d'accepter les gens, de vous accepter et de mieux travailler. Ensuite, on ira un petit peu plus au sein d'une équipe, comment ça se passe. Le temps de l'apprentissage, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Par oublié, on est souvent frustré de voir qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ça c'est le premier chose. Et pour moi, le premier temps de l'apprentissage, c'est l'inconscience de l'inaptitude. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas. Je prends l'exemple d'un basketteur, un jeune basketteur, qui ne regarde pas de NBA à la télé, qui n'a du coup pas conscience de ce qu'on peut faire avec un ballon. Il ne sait pas ce que l'on peut faire. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis dans l'inconscience de ça. La deuxième chose, c'est je suis entraîné. On m'entraîne au tir longue distance ou mi-distance et j'échoue et je n'ai pas la bonne gestuelle, mais j'ai conscience que ça existe. Et j'ai conscience que je n'y arrive pas. Et donc, je sais que je ne sais pas réaliser.
Et ça concerne beaucoup d'enfants. Et c'est le process de l'apprentissage. Le troisième point, je réalise beaucoup, une réalisation consciente. Et quand je travaille, j'ai besoin de réfléchir. Je fais les choses en réfléchissant. J'ai besoin vraiment de me concentrer. Et là, on arrive sur le dernier point qu'on appellera l'aspect d'assimilation et de maîtrise et d'expertise. Pour le coup, c'est la réalisation inconsciente, c'est-à-dire que je fais les choses sans y réfléchir. Une réponse, une question se pose sur le terrain, j'ai la réponse immédiatement. Et bien souvent, quand j'ai une maîtrise complète, j'ai une opportunité de répondre de plusieurs manières. Ça, c'est le danger que l'on peut avoir, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est de demander beaucoup de réalisation inconsciente. La réalisation inconsciente, en fait, il est surtout présent chez les anciens joueurs. C'est-à-dire que il est très compliqué, quand on maîtrise parfaitement notre sport, d'imaginer que quelqu'un ne soit pas en conscience, ne soit pas conscient de ce qu'il est possible de faire ou ne voit pas les choses. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et nous, notre métier d'entraîneur, c'est de se mettre à la place de l'entraîné et de montrer de l'empathie, comprendre l'autre. Attention, l'empathie, on en reparlera tout à l'heure, ça ne veut pas dire être triste pour les gens, ça veut dire comprendre que nos joueurs ne soient pas en conscience des choses ou ne soient pas en capacité de réaliser. Et on a vu un Laurent Sierra, par exemple, qui ne comprenait pas que ses joueurs ne soient pas en capacité de voir les mêmes choses que lui, ce niveau d'expertise. Mais c'est le cas. Pour moi, le sportif qui a fait la transition parfaitement, c'est Laurent Forest. Laurent Forest, qui a une vraie capacité d'empathie et à se mettre à la place de ses joueurs. Donc ça, c'est un point important et le processus est long, vraiment entre l'inconscience de l'inaptitude et la réalisation inconsciente. Et pour un enfant, c'est très très long. Pour un enfant, c'est très très long. Un petit point, c'est une petite phrase que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas d'investissement qui soit profitable immédiatement. J'ai mis une plante parce que c'est ce qui vient ou un arbre. Moi, je suis assez fanat de l'immobilier, c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est pas possible d'investir, par exemple, dans l'immobilier et d'avoir l'argent qui vous tombe dans la poche le lendemain. C'est quelque chose qui prend 10, 15, 20 ans et qui va vous demander du temps, l'investissement. Et si c'est un investissement auquel vous ne faites pas attention, c'est quelque chose qui va se dégrader. Et donc, pour moi, c'est exactement ça. Pareil avec une plante, si on ne l'arrose pas, il n'y a rien qui en sort. Et j'ai envie de mettre un petit cas spécial pour rester dans la botanique. Une bouture, les boutures prennent beaucoup plus vite qu'une plante, qu'une graine. Les boutures prennent plus vite. Ça vient de quelque chose d'existant. Et le cas spécial, c'est imaginer que vous avez un basketteur qui a une dextérité incroyable et qu'on veut lui amener un mouvement. Il y a des joueurs, ils sont capables de tout absorber. On lui donne un mouvement, il le répète. Mais pour ça, il y a une base déjà. Et la base, c'est le fait d'avoir une bonne capacité à dribbler un bon handling de base. C'est l'exemple tout bête. Quelqu'un qui a une bonne finition, on va lui demander d'arriver sur des types de tirs différents, il va être beaucoup plus efficace aussi. Voilà. Et ça, on arrive sur un point qui pour moi est très important et qui, encore une fois, dans le management, va nous aider constamment, que ce soit jeune ou moins jeune, et c'est encore plus présent chez les jeunes parce que eux, ils font beaucoup d'erreurs. Et pour les encourager à faire une erreur, c'est pour moi hyper important. Trompe-toi, trompe-toi, c'est nécessaire. Je vous ai mis quelques exemples. Lionel Messi, trop petit pour pouvoir être sur des équipes pro. Steve Jobs qui avait été viré de Hewlett Packard, ce qu'il avait lui-même créé, parce que des idées pas assez innovantes. Et Michael Jordan, vous le savez tous, qui a été refusé au lycée et qui vous connaissez bien évidemment le parcours. Alors, pour moi, c'est très important de vous dire que l'échec est une étape nécessaire vers la réussite. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de constat de je ne sais pas. Si on revient sur l'apprentissage, il n'y a pas de constat de je ne suis pas en capacité de. Et il faut échouer. Alors, vous verrez que tout ce que je vous dis est vrai de mon point de vue, mais il n'est pas forcément tout le temps très adaptable sur le niveau pro parce que l'échec, quand on entraîne des pros, il faut mieux éviter de l'avoir pendant les matchs parce que ça peut coûter une place. Donc ça, c'est un petit point important aussi à voir. Mais l'idée, c'est vraiment de dédiaboliser l'échec. Donc je vous disais, en un, c'est prendre conscience que je ne sais pas, que je ne peux pas.
Exemple tout bête hein, pour la musculation. Je fais du développé couché ou autre chose. Je soulève 40 kilos, ça passe. Je soulève 50, ça passe. Je soulève 60, ça passe pas. Je prends conscience que je ne suis pas capable de. C'est pas grave. Simplement, c'est ma limite. Et l'idée, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir évoluer par rapport à ça. Qu'est-ce qui a été positif et ce que je dois modifier. Donc en un, c'est prendre conscience pour moi de la limite, l'accepter. Le plus dur, c'est l'accepter. Souvent, la défaite, elle nous renferme sur nous-mêmes et on a du mal à l'accepter. Moi, je pense qu'il faut réellement accepter et peut-être même parfois l'encourager. Avant, je travaillais avec Goulven Brudik quand j'étais à Trégueux, j'adorais. Son objectif, il disait dribbler jusqu'à perdre le ballon. Dribbler aussi fort, aussi puissant jusqu'à que vous ne puissiez plus contrôler. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Parce que après, on va dépasser nos limites. Mise en place d'un plan pour dépasser l'échec et recommencer à chaque fois au prochain échec. La défaite n'est pas une sanction, mais c'est un apprentissage. Encore une fois, au niveau pro, c'est un peu moins vrai. Le retour positif dans l'échec est très important. En général, on dit qu'il faut commencer par un feedback positif pour arriver sur une amélioration. Ça, j'en suis persuadé. Un petit point, un discours positif. Il y a des études qui ont été menées sur le temps que laissent des traces. Alors, c'est compliqué à mesurer réellement. Différents discours. Un discours positif reste en mémoire 30 minutes chez le sportif, alors qu'un discours négatif resterait 48 heures en mémoire. Donc, c'est assez marquant. Ça veut dire que quand on commence par du négatif, ou si le discours est majoritairement négatif, c'est quelque chose qui va renfermer un peu le sportif sur lui-même. La question que vous allez sûrement me poser, c'est est-ce qu'on peut anticiper l'échec? Bien évidemment, on peut anticiper l'échec. Mais parfois, il s'impose à nous. Je profite rapidement, Steph, il y a 2 questions. La première, c'est comment positionner l'empathie avec l'exigence? Alors, pour moi, c'est complètement différent. L'empathie, c'est l'acceptation de la personne au moment présent. Ça veut dire que je peux avoir de l'empathie sur en prenant conscience que tu n'es pas capable de réaliser les choses. Ça, c'est ma notion d'empathie. J'en ai conscience. Mais par contre, l'exigence, c'est amener à dépasser cette limite d'échec. Pour moi, les deux sont ultra cohérents. On peut être exigeant, en fait, l'exigence, c'est pas crier sur les gens et leur montrer qu'ils sont pas capables. L'exigence, c'est amener quelqu'un à se dépasser, à se surpasser, quelqu'un qui a des limites, à se surpasser, à se dépasser, à passer du temps, en tout cas à travailler dessus. Pour moi, c'est ça. Il faut savoir qu'un jeune, souvent on entend des entraîneurs sur le côté du terrain, applique-toi. Applique-toi, c'est pas un feedback. Hein. Applique-toi, tout le monde a envie de marquer. Hein. Pour moi, le retour, c'est pourquoi j'ai loupé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, comment je me suis. Peut-être que si j'ai un lay-up swell déjà, c'est que j'ai bien anticipé ma course. Peut-être que j'ai réussi à créer la différence sur le 1 contre 1. Et par contre, derrière, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir. Pour moi, c'est ça, les deux sont extrêmement compatibles. Je sais pas, Julien, je pense qu'il avait posé la question, si ça répond à ta question. Non, c'était Seb. Ouais, non, mais en fait, on voit souvent les coachs crier justement par rapport à. Et c'est vrai que c'est difficile de se mettre dans cette empathie-là quand on est nous pris dans nos objectifs. C'était un peu le propos de ça. Je suis entièrement d'accord avec. C'est hyper intéressant parce que pour moi, quelqu'un qui manage, il peut pas être dirigé par ses émotions. Parce que sinon, on va droit dans le mur. Il faut mieux, par exemple, un discours d'après-match où on est énervé, il faut mieux dire bon, on en reparle demain, plutôt que de rentrer dans la gueule des gens qui, le lendemain, on va les retrouver avec la tête dans le sac, à part si ça paraît nécessaire sur le moment, parce que ça peut faire partie aussi de quand on n'est pas constamment dans l'émotion, quand on montre une émotion en arrivant directement devant son public en disant là, je suis pas content, je suis très déçu. Là, ça marque. Mais quelqu'un qui est constamment en colère, à un moment donné, ça glisse. Donc, c'est pour moi important de savoir. Les émotions, en fait, on peut jouer et on doit jouer avec ces émotions pour pouvoir guider un groupe. La deuxième question, c'était est-ce que les excuses n'interviennent pas au moment où on arrive à la limite et comment les gérer? Est-ce que les excuses n'interviennent pas au moment où on arrive à la limite et comment les gérer?
l'excuse fait partie du. C'est comment gérer l'excuse. Pour moi, dans un premier temps, souvent l'excuse, elle vient intégrer quelqu'un d'autre. Donc la première des choses, et ça c'est Alain Weiss qui me disait ça, regarde ce qu'il y a dans ton assiette, puis on verra dans l'assiette des autres plus tard. Pour moi, l'excuse, ça veut dire qu'il y a un élément extérieur qui m'a empêché de réaliser correctement. Pour moi, c'est prendre les faits. Et ça, c'est Wani Mugangouzi qui me disait toujours ça. On prend les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Est-ce que tu as encore des excuses à trouver? Et pour moi, l'excuse, en fait, c'est, on va dire, quelqu'un qui trouve constamment des excuses, c'est quelqu'un qui ne sera pas en capacité d'arriver sur le très haut niveau. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas centré sur lui-même et qui n'est pas en capacité de tirer profit de ce qu'on lui dit. Donc, l'une de mes questions à Vincent, c'était comment on gère quelqu'un comme Evan Fournier qui paraît quand même très sûr de lui. Il me dit, il n'y a rien de plus simple que de gérer un jeu. S'il arrive à ce niveau de confiance, c'est qu'il accepte ce qu'on lui dit. Donc, pour moi, en fait, la réponse, elle est là, en fait. Ça répond ou pas? Ouais, non, mais c'est souvent quelque chose, on dit que celui qui veut avoir raison cherche des excuses et celui qui veut progresser trouve des solutions. Je trouve ça tellement vrai en fait. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord. Mais du coup, il faut comprendre qu'on a envie de se protéger, c'est humain, en fait. On a du mal mais pour autant, il faut vraiment pouvoir désamorcer en disant que le retour que je te fais n'est pas une incrimination. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'es pas bon. Je suis en train de t'apporter une solution. Donc, je te propose que tu fasses confiance, qu'on se fasse confiance. Moi, je veux bien écouter tes sentiments, mais par contre, il faut vraiment qu'on avance ensemble et qu'on puisse travailler. Il y avait une dernière petite question de David. Ouais. C'était l'excuse n'est-elle pas une stratégie de protection de l'athlète qui ne peut accepter ses limites à capacité du moment? C'est exactement ça. Et c'est là où la notion d'empathie est intéressante, c'est comprendre cet aspect-là. Comprendre les peurs, on a tous des peurs, on a tous des peurs, on a tous des limites. Et je pense que d'en parler, créer une relation interpersonnelle, une relation à deux, qui est hyper intéressante. Et mettre le doigt sur une limite peut soit amener quelqu'un, de la manière dont on l'amène, ça peut amener une personne à se protéger, à se surprotéger du coup, soit ça peut ouvrir une communication, une discussion, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire bingo, on a trouvé la voie. Merci Steph, je te laisse continuer. Avec plaisir. Je n'ai pas imposé. Ça, c'est quelque chose dont je suis persuadé maintenant, et d'autant plus. Et après les échanges de l'année avec des entraîneurs, quelqu'un qui a dit il y a des gens à qui on a besoin, qu'on a besoin d'organiser, ou à qui on doit ordonner. Et il y a des gens à qui on doit proposer. Souvent, et on m'a dit, c'est souvent un joueur talentueux. Propose, c'est-à-dire et pour des choses. Au foot, l'échange avec tout le staff a été mais pourquoi vous voulez tout contrôler? Quand on a une situation de jeu, pourquoi ça n'appartient pas aux joueurs? Et c'est une réalité. On est dans un jeu où on surcontrôle. La réponse est à chaque fois celle que l'on pense être la bonne. Est-ce qu'on peut passer un petit peu le jeu aux joueurs? Et est-ce qu'un joueur talentueux, finalement, n'a pas plus de réponses que nous, parfois? C'est-à-dire tout ton pick and roll. Voilà. Maintenant, on peut l'orienter un petit peu, on peut lui proposer 2-3 choses, il ne les prend pas. Mais les joueurs talentueux, souvent, ont besoin qu'on leur propose et il ne faut pas trop les borner. Très rapidement, génération connectée, info facile à trouver, je pense que c'est important aujourd'hui voir du basket. Donc, on ne peut pas. Un principe important, c'est l'entraîneur manager dans le contexte les Petit point par rapport à ça, quand on veut orienter les gens, ça veut dire qu'il faut les écouter avant. Et l'écoute active, pour moi, est l'arme le plus important du manager. Il y a eu des études qui disaient que pour le manager,
60-90% de communication. Je mets un petit peu de limite parce que je pense que plus de la communication, il y a le corps parle. Le corps parle et si notre corps transpire non quand on dit oui, il faut pas dire oui, il faut dire non. Donc ça c'est un point important. Il faut qu'on soit en cohérence dans notre attitude par rapport à nos propos. L'écoute active, pour moi, c'est une arme qui est importante. Entendre n'est pas écouter. On est souvent en train de faire deux choses à la fois quand on est entraîneur, et ça a toujours été mon défaut, d'avoir deux discussions moi à la fois. Je suis capable d'écouter un endroit, de parler avec quelqu'un et d'écouter un autre endroit de la pièce, et parfois même dans un autre endroit. Et ça, c'est horrible. Pour quelqu'un, je pense que c'est mon plus gros défaut. Donc, je pense que le silence est une arme. Ça fait partie de la bienveillance aussi, être capable d'écouter les gens, de comprendre les gens, de les questionner. Pour moi, c'est réellement en parlant avec son joueur, avec son équipe, on peut récolter beaucoup d'informations sur comment ça se passe dans le vestiaire, sur comment il se sent, sur quelle relation il a avec le groupe, quelle relation il a avec un membre du staff, ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait à côté. C'est important pour avoir plein d'informations sur ce qui va motiver le joueur, sur ce qui va lui faire peur, sur comment il vit la situation. Et bien souvent, les gens apportent des réponses. Alors, écoute, c'est important. Alors, et n'importe fois, on a des réponses. Moi, ma femme, quand elle a un match, parfois, elle me dit quelque chose, elle me dit, mais j'avais même pas vu. Et je pense que c'est important de pouvoir écouter les gens. Et dans cette écoute, je pense qu'il y a différents types de communication à mettre en place. C'est l'échange informel, apprendre à connaître son joueur, s'intéresser sur ce qu'il fait en dehors, comprendre ses ressentis, demander son point de vue. Ça, c'est des choses qui sont importantes, à mon sens, et qui ne demandent pas beaucoup de temps. Mais avant, après l'entraînement, pendant, je pense que ce n'est pas forcément le temps. Et des notions d'échange informel autant que nécessaire. Bien souvent, on se dit j'en fais un en début de saison, un au milieu et un à la fin. À la fin, souvent, on ne le fait pas d'ailleurs, à part chez les jeunes. C'est important. Les gens qui sont en début de 3 semaines, ça dépend aussi des objectifs. On en parlera juste après, des objectifs que l'on met en place. La notion d'entretien propre, c'est le fait de questionner, pour le juste avant, c'est faire quelqu'un pour le comprendre, le fait de faire parler quelqu'un, pour le prendre et de le questionner pour être sûr d'avoir compris. Et parfois de le questionner pour le réorienter. Et ça, c'est possible aussi avec un enfant. Les jeunes joueurs n'ont pas besoin d'être dirigés, ils ont besoin d'être orientés. C'est primordial pour moi. Leur fonction présente et précise en fonction du niveau d'expertise. Avec un enfant, bien évidemment qu'il va falloir l'orienter un petit peu plus. Souvent, ça reste banal. C'est je veux marquer mes paniers. Ah ouais, mais quel type de panier? Comment tu vas pouvoir faire? À quelle situation ça te pose des problèmes? Rendre les choses un peu plus précises. Mais niveau pro, bien souvent, la joueuse, elle arrive, elle dit sur les écrans sortants, je pense que je dois évoluer sur ma capacité à prendre des tirs. Aujourd'hui, je suis à 30%, j'ai besoin d'arriver à 40%. C'est plus précis. Voilà. Et il faut définir des objectifs et il faut les formaliser pour qu'il y ait une écrite parce que ça peut vous servir dans votre coaching derrière, dans votre management. Pour moi, tous ces aspects emmènent un sentiment de reconnaissance, d'importance et d'intérêt pour le joueur qui va se sentir du coup utile, considéré et qui va facilement créer un lien avec vous. Pour moi, plus on crée un projet soi-même, plus on s'investit en fait. Si jamais c'est nous, entraîneurs, qui créons le projet pour le joueur, je ne suis pas sûr qu'ils le suivent. Je crois même pas qu'ils s'en souviennent en sortant si c'est nous qui passons notre temps à parler. Parce qu'en fait, c'est lui qui se connaît le mieux, finalement. C'est lui qui sait ce qu'il veut être. Parce que il faut que tout le monde ne peut pas comprendre, que tout le monde ne peut pas être un défenseur hors pair. Il faut le comprendre. Typique, c'est le tir. Pendant des années, on nous a appris le coup dans l'axe, machin. Oui, c'est une base qu'il faut apprendre. Mais il y a des gens qui sont adroits sans ça. Ça dépend du schéma et des préférences motrices de chacun. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'on accepte. Les gens ne sont pas tous parfaits. Et en tout cas, le coude dans l'axe, ça ne va pas à tout le monde. Les appuis alternatifs sur telle course, ça ne va pas à tout le monde. L'arrêt droite-gauche à droite, ça ne va pas à tout le monde. Il faut l'accepter. On peut proposer. Moi, je pense que tu peux faire comme ça parce que tu vas gagner du temps. Tu n'en veux pas? Tant pis. On avance comme ça.
C'est important. Chez les jeunes, encore une fois, il faut orienter un petit peu plus de temps en temps. Et le petit mot à la fin qui est souvent, inconnu, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est croire en ce qu'on dit. Essayer de faire comprendre son point de vue à quelqu'un sans empiéter sur le sien. C'est très compliqué. C'est une attitude qui, normalement, emmène les gens à vous suivre. C'est-à-dire, moi, je pense que tu as un droit de gauche plus intéressant ici. Il y en aura peut-être une de mes gens qui va. Je t'emmène, par mon expertise, à vouloir me suivre. Mais je respecte ton point de vue. Si toi, tu me dis, j'ai déjà essayé, moi j'ai des joueurs, elles me disent, j'ai déjà essayé, cet arrêt-là, ça ne me va pas, je me sens moins équilibré. Hop, on passe à la suite, on te suit. Voilà. Mais par contre, on ne peut pas aller sur cette confrontation du t'as tort. Et nous, en France, les entraîneurs, on est souvent sur le tu as tort. On pense qu'il faut montrer qu'on a une connaissance supérieure pour être crédible. Il n'y a pas besoin de ça. Il faut juste montrer de la cohérence dans ce que l'on fait. Donc, en fait, être assertif, c'est exprimer son idée, la défendre un petit peu, sans empiéter sur l'autre. Et sans naïveté aussi, parce que parfois, faire attention, on pense que la bienveillance dans ce moment-là peut être intéressante. La bienveillance, c'est protéger quelqu'un un peu trop à ce moment-là. Et je pense que c'est important de dire les choses. Moi, tu me dis que ton arrêt là, à droite-gauche, est efficace. Moi, je peux te prendre les stats de la saison. Aujourd'hui, sur cet arrêt-là, tu es à 10%. Donc, pour moi, il n'y a pas d'efficacité. Il faut absolument qu'on change. Tu me suis, tu ne me suis pas. Et là, pour moi, on est sur un discours qui va être orienté, pas forcément imposé, mais qui fait preuve un petit peu d'assertivité. Voilà. La définition d'objectif, j'en parlais tout à l'heure. C'est très important. Oui, vas-y. Deux petites questions, avant que tu continues. Question de Laurent. Quel critère objectif pour dissocier le jeu de l'enjeu? Quel critère objectif pour dissocier le jeu de l'enjeu? Moi, je pense que ça dépend beaucoup de l'entraîneur, en fait. C'est-à-dire, le critère objectif, c'est est-ce que l'entraîneur met en place des choses qui ne vont pas être utiles aux joueurs, mais qui peuvent peut-être lui permettre de gagner une partie. Exemple tout bête, défendre sur une défense. Alors, ça se discute, une défense de zone sur les catégories poussins, enfin U9. Est-ce que c'est utile pour le joueur? Alors peut-être que oui, dans le fait de rechercher les tirs en longue distance, mais est-ce qu'il a la capacité à chercher ces tirs? C'est toujours la même. Voilà, pour moi, c'est ça. Le critère objectif, c'est est-ce que ma consigne va servir le joueur plus que ma cause à moi, qui finalement la cause du manager, c'est souvent la victoire. Enfin, c'est ça, hein, on se bat pour ça, nous, entraîneurs. Il y a Théo qui revenait aussi sur les émotions, notamment, sur un exemple un peu particulier, celui de Jasikevičius au Barça, où quand toi t'évoquais que le fait d'être énervé constamment, ça pouvait glisser, lui il a relevé que là c'était un petit peu un contre-exemple. Est-ce que toi tu as une réponse à ça? C'est un contre-exemple, c'est un exemple. C'est un exemple pur en fait. Vous avez vu la finale l'année dernière ou pas d'Euroleague? Pour moi, il perd à cause de ça. Uniquement à cause de ça. Attention, hein, c'est un contre-exemple, on peut le prendre en compte. Il a quasiment les meilleurs joueurs du monde. Hein. Alors du monde, il y a la NBA, vous allez me dire, mais en tout cas d'Europe. Il gagne parce qu'il a un niveau d'expertise incroyable et qu'il est ultra respecté. Est-ce que cette attitude-là fonctionnerait avec quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Je crois pas. Et à côté de ça, il explique qu'avec ses joueurs, il a une proximité incroyable. Donc, je ne suis pas sûr qu'à l'entraînement, il ait cette colère. Je pense que c'est simplement un énorme compétiteur et que voilà. Maintenant, je suis persuadé qu'il trouve la balance parfaitement, mais je ne suis pas persuadé que ça fonctionnerait quoi qu'il arrive avec des joueurs, on va parler normaux, mais pas loin. Il y a le côté qu'on voit à l'écran et le côté qu'on voit pas aussi, c'est ce que tu veux dire en fait. Il y a ça, et puis je pense qu'il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il est ultra respecté parce que pour moi c'était le meilleur joueur européen à l'époque. C'est une machine de guerre. Donc quand tu as cette ultra crédibilité, tu peux te permettre plus de choses. Tout le monde sait que c'était le meilleur joueur à l'époque. Tout le monde sait que c'est un prodige. Donc on peut se permettre plus de choses quand on a déjà ce crédit. Pour moi, c'est un peu différent. Vous allez me dire Obradović, ça fonctionne aussi. Ça a fonctionné. C'est vrai qu'il y a des contre-exemples. Pour moi, c'est pas forcément la réalité des choses. Parce que quand on regarde Messina, qui pour moi est le roi du management,
Quand on regarde Vincent Collet, qui se met rarement dans une colère noire, vous voyez, hein, on va trouver ça, mais je pense que s'énerver, c'est pas quelque chose qui fonctionne pas avec tout le monde en tout cas. Il y a la question d'Ilias sur quelle limite, quel repère entre bienveillance et exigence. Encore une fois, pour moi, c'est deux choses qui sont très différentes. C'est l'exigence, c'est la volonté d'arriver à la perfection. La bienveillance, c'est la capacité à accompagner quelqu'un qui va connaître des moments de doute et d'échec. Donc, les deux sont encore une fois très assimilables. Et dernière question de Sébastien, c'est les dirigeants attendent aussi souvent qu'on se positionne comme le patron, entre guillemets. Quand on se positionne pas forcément comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des craintes aussi vis-à-vis notamment des dirigeants? Alors là, ça concerne, je pense, surtout le haut niveau, de se dire, il tient pas l'équipe, par exemple. Non, le patron, c'est pas celui qui tape le plus fort du poing sur la table, hein. Le patron, c'est celui qui implique les gens avec lui, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas celui qui tape le plus fort du poing. En tout cas, si un dirigeant un jour vient vers vous en disant, je pense que tu as aucun contrôle sur tes joueurs parce que tu cries pas, je pense que vous n'avez pas à travailler avec ces personnes-là, parce que c'est pas la réalité. On ne peut pas taper sur les gens pour faire croire que pour le plaisir des dirigeants, en fait, ce sont des êtres humains et ce sont des joueurs de basket et nous, on n'est pas au-dessus de ces gens-là. On est avec eux. Simplement, nos rôles sont différents. Moi, je suis entraîneur, je suis payé pour vous gérer et créer une osmose, un groupe. On en parlera tout à l'heure, le contexte. Mais en aucun cas, c'est taper sur les gens. Ça voudrait dire qu'on est au-dessus des gens. On ne peut pas taper. On tape sur un clou, on tape pas sur des gens. Donc, pour moi, c'est important. Là où on peut montrer à nos dirigeants, c'est que on passe du temps à la salle. On est rigoureux. C'est-à-dire, je te demande à ce moment-là d'accélérer, de sprinter pour aller poser ton pick and roll. Tu vas recommencer. C'est l'exigence, ça. C'est l'exigence. Ouais, mais coach, tu comprends, Non, non, je te demande d'aller poser le pick and roll. C'est de l'exigence. On n'a pas besoin de crier sur les gens à ce moment-là, pour moi. Il faut simplement convaincre par les qualités. Vincent, je lui ai dit à un moment donné, Vincent Collet, je lui ai dit, je pense que tu as aussi un petit peu de... les gens te respectent parce que tu es coach de l'équipe de France. Il me dit, mais coach de l'équipe de France ou coach de n'importe quoi, s'ils se rendent compte que je suis un peintre, ils vont pas me respecter plus que ça. Et c'est la réalité. À un moment donné, les joueurs voient les compétences. Et dirigé par la peur n'est pas quelque chose qui fonctionne à long terme. Ça, j'en suis persuadé. On ne peut pas faire fonctionner les gens par la peur. On peut amener les gens par l'énergie. On se doit d'avoir beaucoup d'énergie en tant qu'entraîneur. Quelqu'un qui est bien et qui est lymphatique, on n'a pas envie de le suivre. Donc, on doit avoir l'énergie. On doit hausser un petit peu la voix pour amener les gens avec nous. Et parfois, il faut crier parce qu'il faut recadrer les gens. Mais on ne peut pas le faire tout le temps. Super, merci. Merci Steph, je te laisse continuer. On parlait de définition d'objectif. Pour moi, c'est quelque chose d'important, cette méthode SMART, vous la connaissez sûrement. Un objectif doit être spécifique, c'est-à-dire assez précis et clair, mesurable. Comment je vais me rendre compte que j'ai atteint cet objectif? Atteignable, c'est-à-dire si on joue une saison en disant je veux être invaincu, j'ai regardé le documentaire Arsène Wenger, d'ailleurs je vous encourage à le regarder, et qu'on a une équipe pour jouer au milieu de tableau, on démotive les gens. Il faut que ce soit réaliste et calculable dans le temps. Et il y a un petit point que j'aime rajouter, c'est cette notion écolo. Ça veut dire que les objectifs individuels de vos joueurs doivent être bons pour l'écosystème de votre groupe. Ça veut dire que moi, si mon objectif, c'est de marquer 20 points, il ne faut pas que je tire 40 points, 40 fois dans le match. Sinon, ça devient non écolo et polluant pour le groupe. Ça veut dire que il va prendre tous les ballons, il va prendre tous les tickets de tir, et c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un partage de la balle. Alors à moins que vous, en tant que coach, vous décidiez, lui, c'est mon joueur, il va tirer tout le temps.
c'est lui qui a le droit. C'est possible. Mais il faut en tout cas que les objectifs des uns soient en concordance avec ceux des autres. Et on ne peut pas vraiment, parce que sinon, à un moment donné, on ne va pas s'en sortir. Donc, voilà par rapport à ça. Et là, on arrive sur le collectif, un objectif individuel, un objectif ou un intérêt commun. J'insiste sur le fait que l'objectif, ça peut être aussi un intérêt parce que les gens doivent. On a souvent peur des objectifs. Le basket est un sport individuel, pour moi, dans un collectif. Parce qu'on est uniquement jugé sur nos statistiques. Et ce qu'on sort, c'est tel joueur était bon. Et que sur un terrain, ça se voit. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'individualité. Et il faut réussir à faire tendre du jeu vers le nous. Bien évidemment, vous connaissez cette phrase. L'entraîneur, pour moi, n'est qu'un créateur de contexte. Arrêtons de croire que nous sommes Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes là que pour créer quelque chose de favorable pour nos sportifs. Petit exemple avant de commencer la diapo. Moi, je suis persuadé que l'évolution de mes joueuses ne dépend de moi qu'à 30% maximum sur une saison. Des conseils, les entraînements individuels, les rebonds pris, ok, on prend, ça on prend, très bien. Ce qui va la faire évoluer, c'est la joueuse qu'elle aura en face d'elle pendant toute l'année. C'est le niveau de compétition qu'elle va avoir face à elle pendant toute l'année. Un jeune joueur, si vous le faites évoluer au niveau départemental alors qu'il a un niveau pour jouer en nation, il n'évoluera pas. Le contexte ne lui est pas favorable. Et notre métier, c'est de créer ce contexte constamment. Dans ce contexte, il y a une reconnaissance des valeurs. Je me reconnais envers ce que le club, l'équipe essaye de transmettre. Le deuxième point, c'est je dois me sentir utile. Je suis impliqué dans la saison, je suis impliqué dans le fond de jeu, je suis impliqué au sein du groupe, voilà. Et il y a des entraîneurs qui sont très bons pour donner une utilité, donner ce sentiment d'utilité à des joueurs qui finalement, parfois n'auraient pas pu jouer à ce niveau-là. Mais il y a des entraîneurs, c'est important pour eux. Apprendre, la notion d'apprentissage, la compréhension et la connaissance du rôle à travers les entretiens, et la gestion des crises. Ça, c'est un point, si on a le temps, on pourra en parler, mais ça ne fait pas partie du... Ouais. Et l'objectif et des objectifs clairs et atteignables, pour moi, c'est un point, encore une fois, qui est récurrent parce que le groupe doit être guidé par des objectifs clairs et atteignables individuellement et collectivement. Et ce tout, pour moi, s'appelle le contexte. Ça, c'est ce que nous, on doit réussir à mettre en place, à borner. Voilà, on sait ce qu'on doit réaliser au cours d'une saison pour que les gens restent plus ou moins motivés, que les gens restent dans votre cadre. Et dans cet aspect-là, il faut expliquer le contexte dans lequel les joueurs vont s'inscrire. Que ce soit sur l'aspect organisationnel, les règles de fonctionnement du club, parce que souvent il y a des règles qui incombent du règlement intérieur du club, et le plan de jeu qui vous appartient à 90%. Il y a possibilité d'échanger, encore une fois, mais pour moi, c'est ces aspects-là. Expliquer le contexte dans lequel les joueurs vont devoir s'inscrire. L'autre chose, c'est expliquer les rôles de chacun et l'acceptation. Un point qui est très important, c'est vous devez, vous, en tant qu'entraîneur, en tant que manager, mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est important. Un défenseur au foot ne sera pas attaquant. Il sera moins performant. Un exemple tout bête, le capitanat. Le capitanat, si vous tombez sur une capitaine qui veut votre tête à la fin, ben vous êtes mort. Le groupe va être moins compétent. La gestion des talents, voilà. Laisser de la place. Je prends la décision que ce joueur va jouer beaucoup de pick and roll. Il y a beaucoup de formes de jeu qui arrivent à ce joueur pour le post-up. Parce que j'estime qu'on a une force intérieure, mon plan de jeu s'en mène à ça, et la bonne personne à la bonne place, mon joueur intérieur, qui va avoir les balles. Et amener l'équipe ensuite, pour moi, à définir des objectifs communs, définir des valeurs, une identité, et définir ses règles de vie. C'est important, et moi je l'avais fait l'année de la montée, je l'ai toujours refait depuis, c'est-à-dire que j'ai laissé le groupe décider de ce qu'il voulait. Alors moi, bien évidemment, je voulais et le club voulait monter en Ligue féminine. Mais j'ai souhaité que ce soit les filles qui le disent. Et j'ai souhaité qu'en plus de ça, ce soit elles qui trouvent les moyens, le comment.
comment elles allaient gérer. Et elles ont vraiment bien répondu à ça, sur ce qu'elles voulaient transpirer, sur les défenses. Est-ce qu'elles ont envie de défendre tout terrain tout le temps? Est-ce qu'elles ont envie plutôt d'être dans la gestion? Est-ce qu'elles pensent qu'elles vont devoir s'appuyer fortement sur telle ou telle joueuse? Et il y a un jeu qui s'appelle le jeu des forces. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ouais. La carte des forces qui permet un petit peu de s'appuyer dessus, un peu style. Ce sont des cartes où il y a plein de valeurs qui sont écrites. Plein de valeurs, mais vous pouvez en faire d'autres aussi avec des mots un peu plus basket. Avec des mots un peu plus basket, notamment jeu intérieur, jeu rapide. Voilà. Et ça, c'est elles qui vont un petit peu sortir de ça. Et elles vont pouvoir même s'en servir pour définir des partenaires. Une partenaire qui, j'estime que sur le post-up, elle est très forte, je sors ma carte post-up. J'estime que tu es dominante sur ce registre-là. Et ça va permettre aussi au groupe d'accepter le rôle de chacun. Et c'est ce que je vous disais, pour moi, l'équipe appartient à l'équipe. C'est un point qui est important et c'est votre rôle avec un objectif, c'est l'autonomie. Votre groupe doit être autonome et doit réussir à créer des objectifs collectifs. Encore une fois, je pense que le fond de jeu appartient au coach au maximum, même si on peut les amener un petit peu, les orienter un petit peu sur qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui doit être notre force. Si on n'est pas d'accord, attention, on est le manager, on est le coach, et le premier à sauter si ça se passe mal, c'est vous. Donc il faut prendre le contrôle. Mais les amener un petit peu à réfléchir à ça, ça peut être intéressant. Les objectifs collectifs, pour moi, ils ne sont pas que basket. Ils sont sur plein d'aspects. Ils sont sur les valeurs, ils sont sur ce que l'on souhaite transpirer, ils sont sur le comportement qu'on a en dehors du terrain. Ça, c'est un des objectifs que moi, c'est un des objectifs que à chaque fois, je mets en place. Comment je souhaite que le groupe se comporte à l'extérieur du terrain. Voilà. Alors, il y a des gens, ils vont dire, il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit disponible, il faut qu'on puisse célébrer à la fin. Et ça fait partie des petites choses qu'il va falloir réussir à leur donner. Pour moi, tout cet aspect-là leur appartient. Quand je vous ai parlé de l'acceptation, la valorisation de chacun, ce que je vous disais, le jeu des forces, attention, c'est souvent indépendant de l'utilisation du terrain, mais on peut s'en servir. La capacité à gérer les moments difficiles, de l'autonomie, plus. Phil Jackson, quand on lit son bouquin, il disait qu'en début de saison, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne prenait pas de temps mort quand l'équipe était dans la merde. Il laissait les gens, il laissait les joueurs gérer. C'est eux qui prenaient le temps, sur un huddle, de trouver une solution. Ce qui leur imposait à se parler un peu de basket. Parce que bien souvent, les huddles, et ça j'ai constaté chez les filles, c'est « Allez les filles, on y va, on lâche pas ». C'est pas concret. Ça s'entraîne. Le concret, c'est sur quoi on doit se reposer. Quels sont notre mantra? Quel est notre mantra sur ce match? Quelles sont les 3 choses sur lesquelles on doit appuyer? Et pour moi, c'est hyper important ça. Apprendre à gérer ces temps-là. Apprendre à gérer les conflits. Apprendre à gérer les règles de vie que nous-mêmes, et ça le groupe, souvent, c'est le groupe qui met ses propres règles de vie par rapport à ça. Comment on gère ces retards-là? Comment on gère quelqu'un qui est en retard? Comment on gère quelqu'un qui se comporte mal dans le groupe? Comment on gère quelqu'un qui n'est pas à fond? Je pense que le groupe doit être en capacité de gérer ces temps-là. Après, il y a différents moyens pour ça. On parle souvent de team building. Ça coûte de l'argent. C'est un point important, mais ça coûte de l'argent. Ça permet surtout le team building de voir les gens en situation externe au basket. Et pour moi, c'est assez intéressant, c'est assez riche de voir qui va être le leader, qui va être plutôt la personne qui suit, qui va être la personne qui est désintéressée. Il y a des gens qui sont désintéressés de beaucoup de choses. Et ça vous permet vraiment de savoir qui sont les gens. J'ai mis créer les situations d'échec. À vous de créer la situation d'échec. Je te demande de faire 10 sur 10 à 3 points. Je sais que tu n'es pas capable, peut-être. Faut pas le dire, ça. Mais par contre, comment tu vas réagir face à l'échec? Ça m'intéresse. Voilà. Comment le groupe va réagir face à l'échec? Vous êtes mené 10-0, il reste 1 minute 30. Comment vous allez réagir face à cet échec? Laissez le groupe animer des temps morts. Popovic faisait ça, je pense que c'est quelque chose de très riche. Et les situations spéciales en match que vous pouvez tous connaître. Et l'autre point sur lequel je laisse les filles vraiment quasi libres, c'est comment développer un sentiment d'appartenance. Alors le sentiment d'appartenance numéro 1, c'est
souvent c'est l'habillage, pardon. Ça sort beaucoup. Quelle tenue on met, comment on s'organise. Ça, si j'ai un conseil à vous donner, faites le forcing pour que vos joueuses puissent s'habiller de la même manière parce que ça développe quelque chose d'extraordinaire. Ne serait-ce que de porter les couleurs d'un club, ça emmène quelque chose d'énorme. Comment on célèbre la célébration? Comment ça se passe? Comment on gère une défaite devant le public? Quels sont nos rituels? Les rituels d'avant-match, les rituels quand on va rentrer sur le terrain, les rituels dans le vestiaire, qui prend la parole après le coach. Ça, c'est le groupe qui doit pouvoir le gérer, d'après moi. On ne peut pas tout contrôler, sinon ça devient compliqué. Et là, c'est un petit point, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu parler. Hein. Quelle est l'importance entre la cohésion opératoire, comment savoir fonctionner ensemble, ça veut dire, et la cohésion sociale? Comment le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et pour moi, il ne doit pas forcément y avoir une balance. J'ai une idée, pour moi, me concernant, c'est que je pense qu'il est plus important d'avoir une cohésion opératoire qu'une cohésion sociale. Je pense qu'une cohésion sociale qui est bonne avec une mauvaise cohésion opératoire, ça emmène des résultats qui ne sont pas bons. Une cohésion sociale correcte, ça veut dire je t'accepte, je pense que ta manière, je tolère ta manière de travailler et je la respecte. Et j'apprends à travailler avec toi, cohésion opératoire plus, ça emmène aussi de bons résultats. Le top, c'est d'avoir des gens qui s'aiment tous ensemble, qui travaillent très bien ensemble, mais on n'est pas dans ce monde-là. Et il faut apprendre aux gens plutôt à vivre ensemble, souvent plutôt qu'à éviter de trop vivre ensemble. Donc, pour moi, la finalité, c'est de tendre vers une cohésion opératoire qui est très positive et une cohésion sociale qui est dans l'acceptation de chacun. Une petite phrase que moi j'aime bien, manager comme capitaine. En fait, pour moi, quand on a bien fait les choses au début, quand on a mis les règles, les bonnes règles, quand on a amené les gens à être autonomes, on est comme un capitaine au bord de son bateau et on a juste besoin de quelques réglages de cap de temps en temps. On n'a pas besoin, le bateau il avance, il a sa cinétique, il a son mouvement. Et le danger serait de vouloir lui donner un mouvement très rapide à 180 degrés ou même à 90 degrés, ce qui ferait un peu tout tanguer et ce qui serait un peu complexe. Pour moi, il y a juste quelques réglages, quelques changements de cap à faire dans une année. Et pour ça, la création de votre contexte, de votre cadre est très important parce que ça va pouvoir vous permettre de vous appuyer dessus. C'est-à-dire quand on a travaillé sur les exigences que vous, les joueuses, vous avez décidé de mettre sur votre projet, individuel et collectif, c'est très facile de reprendre quelqu'un en lui disant « mais quand on a échangé la dernière fois, tu me disais vouloir être la meilleure. » Moi, aujourd'hui, je me rends compte que tu ne viens pas à la salle, tu ne restes pas après les entraînements et tu t'impliques moyennement sur les entraînements. C'est très facile quand quelqu'un a créé son projet de le rappeler à l'ordre et de le réorienter. Un exemple tout bête, rappeler à une jeune joueuse potentielle, moi je pense d'une joueuse pro par exemple, c'est facile, on est payé, on gagne bien notre vie, on va aller plutôt sortir un peu, on va plutôt rester un peu sur le canapé parce qu'on est fatigué. Non, notre rôle, c'est de réorienter. La direction de la salle, c'est par ici. Il faut que tu passes du temps. Voilà. Parce que souvent, les jeunes joueuses, elles voient les anciennes un peu plus, avec un peu plus de temps de récup, avec des droits, alors qu'ils ne sont pas différents. Attention, c'est les mêmes règles pour tout le monde, mais on ne gère pas les mêmes personnes de la même façon. Et on le verra après. Et c'est important de rappeler les gens à l'ordre par rapport à ça. Et pour moi, l'étymologie du management en italien, ce serait donner la main. Ça fait partie de ça, c'est donner la main. Je pense que le groupe doit être capable de saisir ce temps-là. Et encore une fois, hein, tous ces aspects, pour moi, c'est des choses qui sont vraies aussi pour les jeunes. Je pense qu'une équipe jeune est capable de se gérer si les règles ont été bien mises, bien réalisées. Il y a beaucoup d'équipes, et je vous parlais tout à l'heure de Goven Brodick, dans la capacité à rendre un groupe autonome, je pense qu'il est excellent là-dedans. Je pense qu'il y en a qui connaissent pour les Bretons, il est excellent.
Et c'est une force. Et ça emmène des gens autonomes et ça emmène des gens capables de prendre la direction de la salle tout seul, de prendre un ballon tout seul et savoir comment travailler. C'est important. La gestion individuelle dans le projet. Il ne faut pas avoir peur de parler différemment à deux personnes. Le contenu est le même souvent, parce que les règles, le cadre est le même, mais la manière d'aborder les choses est différente. On n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous la même façon de réagir aux reproches et d'accepter la critique. On n'a pas les mêmes façons de réagir aussi au feedback positif. Il y en a qui vont vite s'emballer, il y en a qui vont le prendre, être heureux et travailler d'autant plus immédiatement. Et je pense que c'est important de comprendre ça. On est tous différents. On a tous des profils différents. Il y a des compétiteurs, il y a des gens timides, il y a tous ces aspects-là. Et il faut jouer, nous, en tant qu'entraîneurs, sur les différents profils de personnes. Je ne vais pas réprimander, je ne vais pas reprendre une joueuse qui fait la compo d'entraînement de la même manière. Il y a des joueuses à qui on peut rentrer dans la tronche directement, ça va les surmotiver, d'être face au partenaire et d'être pointé du doigt. Il y a des joueuses, ça va les démobiliser au complet. Il faut le faire, mais un peu différemment. Prendre du temps pour chacun de manière formelle et informelle, ça c'est important de le garder. Considérer le travail et les besoins individuels. N'oubliez pas que le groupe, c'est une somme d'individus aussi, et principalement. Et chacun a besoin de s'y retrouver. C'est compliqué sur une saison, on est forcément le compte de quelqu'un à un moment donné, mais il faut tendre à et conserver les mêmes règles pour tous. Voilà, ça ce sont des points importants. Toujours reprendre vos objectifs individuels, collectifs, plusieurs fois par an, les conserver, les modifier, les ajuster, en créer de nouveaux. Constamment réfléchir par rapport à ça, c'est ce qui va guider votre groupe. Prendre l'avis du groupe, moi ce que j'avais mis en place, c'était le conseil des sages. Et encore une fois, les jeunes sont capables de mettre ça en place. On peut mettre un jeune joueur face aux responsabilités qu'il doit avoir pour un groupe. C'est important. L'idée de ce conseil des sages, c'était de prendre un petit peu la température de l'équipe. Voilà, sur des petits temps un peu formels ou informels. La plupart du temps, ça se traduisait autour d'un repas. Ça permet d'échanger, de libérer un peu la parole. Et le plus important pour moi, c'est respecter son cadre. La manière que vous avez présenté, dont vous avez présenté votre projet, doit être respectée du début à la fin. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu en plein milieu, à moins que ce soit demandé pour le groupe, à moins que ce soit présenté au groupe. Mais attention à ces revirements. Chaque changement d'attitude est analysé par vos joueurs. Moi, il y a des joueuses qui me disaient parfois, coach, t'es stressé, là, je le sens. Ben, je ne le sentais pas forcément, mais elles ont senti quelque chose dans mon comportement qui était vraiment différent. Et échanger sur les frustrations de chacun, c'est important de prendre ce temps-là. Les gens sont frustrés de temps en temps, il faut accepter ce point. Trois mots, 4 en l'occurrence. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est vrai dans tous les métiers. Ma femme travaille à l'hôpital. Et je pense que ce qui manque souvent dans le public, c'est cette reconnaissance en fait. On ne sait pas qui donne la reconnaissance à qui. Et je pense que c'est très très important d'être capable de reconnaître que quelqu'un fait du bon boulot. Même si parfois, le bon boulot emmène un échec. La bienveillance, c'est la volonté pour moi de faire attention à l'autre. Attention, la bienveillance est souvent confondue avec la mièvrerie. C'est-à-dire que la mièvrerie, c'est fait pour être gentil, mignon, attendrissant. La bienveillance, c'est je te veux du bien. Et parfois, ton bien passe par entendre des choses désagréables. Ça, c'est la bienveillance pour moi. Et l'empathie, pour moi, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un, comprendre l'autre, mais de ne pas forcément ressentir ce que ressent l'autre. Le comprendre. Je comprends que tu sois triste. Je comprends que cette situation soit compliquée pour toi. Ça, je l'accepte à 100%. Mais vous ne pouvez pas être triste avec quelqu'un. Sinon, ça s'appelle de... Alors, il y a un auteur qui parlait d'empathie mouillée et d'empathie sèche. Empathie mouillée, c'est le fait de quelqu'un pleure, je pleure avec lui. Je pense que c'est inutile. Quelqu'un pleure, je comprends que tu sois triste, tu peux me parler.
Et la sympathie, attention, le nerf sympathique, c'est le nerf de la douleur dans le corps humain. Donc, on ne demande pas à être sympa. Il ne faut pas être sympa. Il faut être juste droit. Juste, voilà. Pour moi, ça s'arrête à ça. Voilà par rapport à ma présentation. J'espère que ne pas vous avoir perdu de trop. Non. Beaucoup de questions aussi qui ont déjà été posées. Il y en a encore certaines, Steph. Il y a Sébastien qui demande comment gérer quelqu'un pour qui nous n'avons pas forcément d'atome crochu. Alors au niveau professionnel, j'imagine que ça c'est le job et que voilà. Moi, j'aimerais peut-être plus spécifier un petit peu pour des coachs qui sont à niveau régional, départemental, où finalement c'est pas le job à la fois des encadrants qui peuvent être bénévoles, des coachs, et aussi des joueurs et des joueuses qui viennent là enfin voilà, c'est un niveau qui n'impose pas d'obligation pro. Comment tu verrais ça, toi? Pour moi, c'est la première chose, c'est pourquoi on n'a pas d'atome crochu. Qu'est-ce qui crée notre différence? À travers cette différence, c'est comment on va pouvoir s'apporter potentiellement mutuellement. Voilà. Et l'autre chose, c'est que si c'est pas possible, c'est comment on va pouvoir travailler ensemble sans avoir forcément à s'apprécier. Parce que malgré tout, en fait, à partir du moment où on est bénévole, on prend une mission à cœur et il faut s'impliquer à 100% dedans. Et on doit avoir cette notion-là, quand je parlais de cohésion opératoire et de cohésion sociale, on doit avoir la capacité et l'intelligence d'apprendre à fonctionner ensemble sans forcément avoir d'atomes crochus. Je pense que ça doit être possible. Il y a plein de gens avec qui on n'a pas d'atomes crochus et pourtant on doit faire avec. Et à partir du moment où on s'engage, à mon avis, au sein d'un groupe, il faut absolument rester droit par rapport à ça. Comment je vais faire pour travailler avec toi? Discuter avec la personne. Je vois que notre relation est étendue. Pour autant, je pense que pour le groupe, c'est important qu'on arrive à fonctionner ensemble. Comment tu... Voilà. Et pour moi, ça vient un petit peu sur la même chose que sur la gestion de crise, en fait. La gestion de crise, c'est pointer du doigt ce qui ne va pas. Recevoir deux personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les faits? Quel est le terrain d'entente que l'on peut trouver une fois qu'on a accepté ces faits? Et comment, avec ce terrain d'entente, on va pouvoir le mettre en place sur la durée pour éviter que les choses dégénèrent et surtout pour que ça se passe bien, en fait. Et pour moi, c'est un peu le même process là. C'est, écoute, ça, on a un peu de mal à fonctionner ensemble. Comment on peut faire pour réussir à fonctionner? Est-ce que tu penses que je peux t'apporter? Moi, je pense que j'ai quelque chose à t'apporter. Je pense que tu vas pouvoir apporter au groupe et que tu vas pouvoir m'apporter à moi aussi potentiellement. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Il y a Julien qui demande aussi, un bon manager ne serait-il pas la capacité à gérer ou à limiter l'incertitude au maximum? Complètement. Alors, pour moi, c'est pas un bon manager, c'est un bon coach, ça. Notre métier en tant qu'entraîneur, c'est de préparer notre équipe à toutes les éventualités. Ça veut dire qu'on réduit l'incertitude. On réduit la possibilité d'échec. Sur le monde pro ou même pas pro, hein, je sais que même en N3, il y a des coachs qui font de la vidéo, je trouve ça bien même en jeune, c'est bien. Le fait de préparer un match en avance, ça permet de réduire toutes les incertitudes. C'est-à-dire, je connais le fond de jeu, je connais la manière de jouer d'une joueuse, je connais les préférences motrices d'une joueuse, je connais son mouvement préféré, je sais où elle veut faire la passe quand elle a un pick and roll et qu'il y a cette option-là. Je sais quand dans le jeu intérieur, le ballon va, quel déplacement il va y avoir et où elle préfère donner la balle. Je connais la rentabilité. On réduit toutes les incertitudes, en fait. Malgré tout, il y a des paniers de temps en temps, en fait. Et notre métier, clairement, il est de prévenir cette incertitude. Il est de gérer ça. Et pour moi, c'est la notion de la performance, en fait. La performance vient à gérer les incertitudes. Et le meilleur moyen de contrôler ces incertitudes, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement, passer du temps à l'entraînement, passer du temps à analyser, passer du temps à... Pour moi, c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen de marquer un tir, et de le rendre plus certain, c'est de passer du temps à l'entraînement. Et je suis complètement d'accord. Maintenant, d'un manager, je ne suis pas convaincu. Un manager, c'est plutôt de faire en sorte que les gens fonctionnent dans la même direction pour un but commun. Mais attention, hein, je mets souvent le manager différent de l'entraîneur, parce que pour moi, c'est deux métiers qui sont maintenant de plus en plus différents. Tu évoquais notamment aussi tout à l'heure le droit à l'échec. Je pense que, alors là c'est plutôt une question personnelle, c'est aussi important d'entendre de la part des joueurs et des joueuses que le coach, le manager peut aussi en faire et le reconnaître.
Je pense que voilà, des fois, on fait pas forcément les bons choix toujours, mais c'est difficile aussi en tant que nous, un petit peu de capitaine de bord, de reconnaître ça. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas? Moi, je pense que ça rend surtout humain, en fait. Comme je disais, on est imparfait, hein. Tout le monde est imparfait, hein. L'entraîneur, les joueurs. Nous, l'objectif, c'est d'être un exemple par l'attitude et par le comportement. Donc, ça, c'est dur, du coup, de montrer cette faiblesse-là. Pour autant, je pense que c'est nécessaire de prendre ses responsabilités quand l'erreur nous incombe. L'an passé, on perd Villeneuve de 1 point. On est à +6 à 20 secondes de la fin. Je fais rentrer une joueuse qui était un peu froide euh, et qui finalement on perd le match, voilà, pour des raisons. Grosse erreur de ma part. Je pense que c'est mon erreur et devant le groupe, je leur explique que c'est en aucun cas l'erreur de la joueuse qui est rentrée parce qu'elle a subi ma décision qui était a priori pas la bonne sur le moment. Alors elle prendra ses responsabilités plus tard, voilà, pour elle, mais pas envers le groupe. C'est ma responsabilité. Et je pense que c'est hyper important d'être capable de montrer que on est capable je suis capable de te dire à toi que tu fais des erreurs, mais je suis capable de te montrer que je prends conscience des miennes. Et on n'est pas parfait, et c'est évident. Notamment quand on a des discours qui sont parfois un peu trop durs avec quelqu'un. Le reconnaître, c'est déjà la moitié du chemin parcouru pour se rétablir une communication avec le joueur ou la joueuse. Moi, je pense que c'est une énorme forme d'intelligence. Les deux dernières questions pour pas qu'on déborde trop au niveau du timing. Il y a quelqu'un qui demande comment gérer un joueur ou une joueuse qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'écoute rien, qui donne des leçons aux autres sans lui être irréprochable, qui du coup apporte beaucoup de négatifs au groupe sans l'exclure complètement. Est-ce que toi, tu aurais des outils ou des conseils là-dessus? Alors, il y a des outils, oui, mais il y a des coachs. Alors, il y a un coach qui, à une époque, avait viré son meilleur joueur parce qu'il estimait qu'il était néfaste pour le club, pour le groupe, et il a gagné 6 matchs d'affilée. Je pense que c'est pas nécessaire d'en arriver là, ça dépend. En tout cas, au niveau professionnel, ça peut l'être. Moi, je l'ai jamais fait. En tout cas, j'ai jamais eu le cran de le faire. Et pourtant, je pense qu'après, avec le recul, ça aurait été intéressant. Mais encore une fois, je pense qu'il faut ramener cette personne dans le cadre. Et si cette personne déborde du cadre, elle ne peut pas être au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un électron libre qui, lui, perturbe, sort, voilà, de ça. Et là, pour moi, il faut voir ce joueur, il faut lui expliquer quelles sont tes attentes en tant qu'entraîneur, euh, expliquer quel est le cadre que toi tu as mis en place, que tu as un groupe qui fonctionne plutôt bien et qu'aujourd'hui tu crains pour le groupe, mais que tu estimes que sa place est encore avec l'équipe et que tu demandes en fait un changement d'attitude, un changement de comportement et que tu aimerais comprendre pourquoi cette attitude-là. Et il y a aussi un petit point, c'est une question, c'est est-ce qu'il y a eu un point sur les objectifs de fait avec ce joueur? Est-ce qu'il a émis une volonté de faire quelque chose de sérieux, de faire du basket sérieusement? Parce que ça se trouve, c'est pas sa volonté, ça se trouve, il est là juste pour s'amuser. Et dans ce cas-là, il est peut-être pas en adéquation avec les objectifs du groupe. Donc là, pour moi, c'est l'échange qu'il va falloir mettre en place. Dernière question de David qui dit on observe l'émergence du développement individuel qui renforce, en tout cas pour David, le projet individuel. Penses-tu que ça peut être préjudiciable au projet d'un groupe, d'une équipe? J'ai pas compris exactement la question. Avec l'émergence du développement individuel, notamment tout ce qui va être entraînement individuel qui se développe de plus en plus avec des coachs individuels, qui va renforcer le projet individuel. Penses-tu que un petit peu tous ces éléments-là peuvent être préjudiciables un petit peu à un projet de groupe ou un projet d'équipe, le fait que chacun puisse se centrer un peu Non. sur davantage sur Non, lui-même? non, 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 je pense pas, non, je pense pas. Après, c'est un peu différent parce qu'au niveau pro, on discute dès le recrutement, en fait, de quels sont les objectifs et du coup, la capacité à mettre des gens qui ont des objectifs qui soient cohérents les uns par rapport aux autres. Donc, c'est un peu différent. Pour moi, déjà, c'est une vraie richesse, ce développement individuel. Ça fait, notamment pour le basket féminin, ça fait qu'on se retrouve enfin avec des joueuses capables de dribbler, vraiment avec beaucoup de qualité.
Donc, je trouve que c'est très positif. Quand je suis arrivé, alors juste un petit aparté, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai eu beaucoup de joueuses qui m'ont dit, ben moi j'ai un prep fille, j'ai mon entraîneur individuel, j'ai mon diète, et nous on avait tout ça. Et en fait, je pense que c'est nécessaire de faire fonctionner le tout au sein du groupe. Au contraire, je pense que quand quelqu'un, par exemple, vient avec son entraîneur individuel, il faut que son entraîneur individuel ait conscience de ce que nous on fait, et pour que lui puisse s'adapter son travail, et inversement. Qu'est-ce qu'il fait lui pour que moi je puisse adapter mon travail, savoir ce sur quoi je peux être un peu plus vigilant, un peu plus précis. Donc ça, pour moi, c'est une richesse. Pour moi, les objectifs individuels ne font qu'enrichir un groupe. Si c'est bien amené au sein du groupe. C'est ça en fait. Pour moi, il faut des gens ambitieux pour pouvoir aller loin. Là où ça devient dangereux, c'est quand les joueurs oublient qu'il y a un groupe à faire fonctionner autour de ça. C'est le seul problème en fait pour moi. C'est-à-dire que quand on disait, c'est que c'est pas écologique pour le reste du groupe. Mais je suis persuadé que c'est une richesse maintenant. C'est comment vous allez vous adapter à ça, comment on va s'adapter à ça. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui va s'imposer à vous. Alors, est-ce que on veut lutter contre ça ou est-ce qu'on veut l'appréhender de façon positive? Et pour moi, c'est positif parce qu'on a de meilleurs joueurs. De chaque année, on a de meilleurs joueurs qui sortent. Donc, ça reste très positif. Maintenant, je sais que tu travailles, je sais que tu travailles de telle manière, mais je pense que au sein du groupe, il va falloir que j'introduise ce travail que tu as réalisé comme ceci. Voilà. Je prends un exemple tout bête, quelqu'un qui travaille énormément sur son tir à 3 points, on ne peut pas lui donner constamment des situations d'écran sortant pour tirer à 3 points. Il faut vraiment qu'il soit capable de donner aux autres avant de recevoir. Et c'est cette notion-là quel est l'objectif. Et puis, la force d'un joueur par son travail individuel n'est pas celle dont on a besoin à chaque fois, à chaque match. Donc, c'est aussi cette alternance de j'ai besoin de toi parce que tu as eu besoin de moi la fois dernière et inversement. Ouais, c'est notamment aussi avoir de la transparence, je pense, par rapport à ça et aux différents intervenants qui agissent sur le joueur. Enfin, je pense que toi aussi, si ça te concerne, tu aimerais pouvoir avoir cet échange et être sûr que le message qui est transmis par ces intervenants-là soit conforme au tien et que ce n'est pas à l'envers, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais même globalement, j'ai envie de dire que la transparence est importante. Moi, il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui sur mes saisons passées, qui pourraient m'apporter sûrement plus de victoires ou qui pourraient m'éviter des soucis. Merci beaucoup Stéphane, on a débordé un petit peu, mais c'est vrai que c'était un sujet qui a amené beaucoup de questions et je pense qu'il y en a encore beaucoup qui risquent de venir pour certains suite à ta présentation. Merci encore pour la qualité de ton intervention. Comme d'hab, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et puis merci aussi à l'ensemble des personnes qui étaient présentes ce matin, qui ont pu nous suivre. Donc le replay sera disponible fin de semaine. Sébastien, je te laisse reprendre la main si c'est bon pour toi. Ouais, écoute, on va faire le montage et puis ce sera disponible sur la chaîne YouTube et puis sur la page dont Julien vous a mis le lien là en début sur le chat. Voilà, un grand merci à toi Stéphane, c'est vraiment hyper riche et je pense que le replay va être nécessaire pour aller remettre le nez dedans. On va essayer de récupérer aussi ton document si tu veux bien nous le partager, Avec plaisir. de manière à ce que les gens puissent aussi se remettre dans le texte. Voilà, merci au CD22 vraiment pour cette initiative aussi. C'est toujours riche pour nous aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci encore à toi, Steph. Merci, Sébastien. Merci à vous. Et, bonne continuation à tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt.